ça m'étonnerait pas que dans le management et dans la façon dans la préparation physique, il y ait un trou, de performance à cette période pour repartir, notamment après la bye week où tu as, Jacksonville, Mmh. Tampa Bay, Seattle et Philadelphie. Effectivement, les défaites, il vaut peut-être mieux les avoir pris, là, maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en cette 8e semaine de compétition, juste après la 8e semaine, pour en faire le débriefing. Il s'est passé encore plein de choses pendant cette 8e semaine. Les Chiefs sont perdus, les 49ers sont perdus, les Giants sont perdus. Bon, ça c'est un peu plus habituel. Il s'est passé énormément de choses ce dimanche et on va le débriefer bien évidemment avec mon équipe du lundi. Bon, il y a mon Yaya qui est là. Ça va pas mieux que les autres semaines, mais je pense que ça ira pas mieux jusqu'à la fin de la saison. Comment ça va, Yaya? Salut, ça va, ça boite un peu, on a le genou qui grince, on a le cou qui grince aussi, enfin, rien ne va, rien ne va. Mais écoute, je suis content de vous retrouver, donc c'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous allez vous moquer de moi, mais Non, je vais pouvoir me moquer de vous aussi. c'est pas du tout notre genre, on ne se moque de personne, nous, ici. Et C'est Seb, pire. qui allait bien pendant les 5 premières semaines, et puis là, il est en train de passer sous un tunnel. Salut mon Seb, comment ça va? Salut Yaya, salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir à tous les free agents qui ont signé un contrat bien juteux. Eh bien écoute, la bye week arrive et comme l'a dit un grand sage, les coups de marteau sur la tête, ça fait du bien quand ça s'arrête. J'aurais rien d'autre à ajouter sur le sujet. Oh, que si, on va avoir d'autres choses à ajouter Mais sur le si, on sujet, l'a si, puisque précisément, fou que je suis. nous allons commencer par les 49ers de San Ah bah tiens. Francisco. Et oui, les 49ers de San Francisco qui ont été battus donc pour la troisième fois de la saison et surtout pour la troisième fois de suite. Une défaite contre les Bengals de Cincinnati, jusque-là rien de très déshonorant puisqu'on rappelle que le seul mauvais fait d'armes des Bengals c'est d'avoir Arthur comme supporter. Une Ça, c'est défaite clair. 31-17 donc des 49ers. Euh, Seb, est-ce que tu commences à être inquiet pour ces 49ers? Est-ce qu'ils ont été trop bons trop tôt? Alors, inquiet, on va pas moi je suis pas encore, passé en mode panique et a priori, d'après, les insiders aux États-Unis, il y a pas trop de raison de passer en code rouge, pour le moment. Néanmoins, ça fait quand même 3 défaites de suite évidemment. Et surtout, ce qui est inquiétant, entre autres, c'est la défense qui était tout de même la fierté du club depuis 2 saisons et là, depuis 3 matchs, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit une couverture de passe qui est, suspecte, on voit peu de pression réalisée, sur, les QB adverses. C'est quand même seulement 18 sacs en 7 matchs et c'est pas, en 8 matchs pardon et c'est quand même pas fifou. Heu Beaucoup de plaquages relâchés, heu, ils sont pas bons sur les plaquages et tout ça, c'est inquiétant et c'est des soucis qui étaient déjà présents lors de la défaite, contre Cleveland. Il faut pas oublier que, pardon, depuis le début de la saison, il y avait certains problèmes, problème du nombre de pénalités, d'efficacité dans la red zone, mais tout ça, c'était, caché par, l'arbre qui était, les big plays, provoqués d'abord par les Niners, ils avaient, 21 jeux de plus de 20 yards ou plus réalisés. C'était 6e de la ligue dans le domaine et surtout du peu de big plays subis par la défense. C'était seulement 10, avant ce match contre les Bengals, ils étaient premiers de la ligue. Mais depuis 3 semaines, ils ont été battus de 7 points ou plus. En matière de total yards, ils sont battus sur chacun des matchs de 60 yards ou plus en gain. Ils ont subi 15 big plays, donc big plays, voilà, pour qu'on s'entende bien, c'est un jeu de 20 yards ou plus, hein, on va garder cette dénomination. Et puis on a Brock Purdy qui lance, 5 interceptions en 3 matchs, dont une dans les 10 yards de Cincinnati, hier soir, qui est pour lui, hein, complètement, celle-là. Il est seul responsable dessus.
Du coup, Steve Wilkes, le defensive coordinator, il se trouve un petit peu controversé, en ce moment. On voit que cette défense, elle a du mal contre les bons QB de la ligue. Il y a qu'à voir, les 2 dernières semaines. Heu, c'est, alors Shanahan, lui, se veut rassurant, puisque avec la trade deadline qui arrive, tout le monde se demande est-ce que les Niners vont pas être acheteurs de certains joueurs? Alors Shanahan a dit qu'il y avait pas de trade à la, CMC, comme la saison dernière, dans les tuyaux et lui, il se veut rassurant, il pense que la solution, elle est en interne. Moi, je suis pas très loin de le croire. J'ai du mal à comprendre pourquoi cet effectif, d'un coup, aurait baissé en qualité sans gros changement de personnel. Il faut pas oublier qu'en ce moment, on se passe de Deebo Samuel et Trent Williams. C'est 2 joueurs qui sont importants. La bye week devrait leur permettre de se reposer. Puis espérons-le, de resserrer les boulons sur ces secteurs de jeu, que j'ai évoqués. Mon cher Yaya, Seb a Oui. fait une vision globale de cette situation des 49ers et c'est vrai qu'on s'explique pas vraiment où ça pêche parce qu'il y avait quand même une attaque qui fonctionnait bien en début de saison. On rappelle, les 3 premiers matchs, c'était 30 points inscrits. Maintenant, ça fait 3 matchs qu'ils ne dépassent pas les 17 points. Seb l'a très bien dit, Brock Purdy a lancé 5 interceptions alors qu'il n'en avait pas lancé une seule. Qu'est-ce qui pêche dans cet effectif des 49ers? Pourquoi est-ce que d'un coup, ça ne fonctionne plus? Je vais reprendre quelque chose qu'a dit Seb, c'est l'absence de Deebo Samuel. Je pense qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je pense qu'on a sous-estimé, son absence et que du coup, je pense que ça manque un peu du coup, surtout pour Brock Purdy, ça manque un peu de variété, dans le jeu profond et tu parlais de big play et c'est un coutumier du fait et du coup, ça libère un petit peu, Brandon Ayuk. Pour moi, c'est essentiellement ça, Trent Williams aussi. Après, la défense, elle est beaucoup plus exposée puisque ton attaque reste moins longtemps sur le terrain. Donc, c'est de la palissade. Mais plus tu as la balle, moins tu la donnes à l'adversaire, moins ton adversaire peut marquer de points. Alors, effectivement, tu peux avoir des pick six, des fumbles. Ok, ça arrive. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dessus. Et dans le ball control, peut-être que garder la balle plus longtemps là sur le match, c'est kiff kiff, c'est quasiment kiff kiff, c'est 31 minutes 23 pour Cincinnati et 28-37 pour San Francisco. Et si tu veux gagner les matchs, c'est quand même mieux d'être au moins à 35 entre 35 et 40 si tu peux l'avoir aussi longtemps et que bon, pour moi c'est ça. Après, ils ont été scoutés. Faut pas s'inquiéter. Il faut garder des jeux pour la fin de saison. On va pas tout montrer tout de suite. Je suis pas, je suis pas inquiet pour San Francisco. La bye week arrive. Ça me l'a bien dit. Je pense que il va falloir arrêter tout de suite. Et pour moi, le vrai test va être contre Jacksonville. Et Jacksonville, c'est justement en sortie de bye week le dimanche 12, quoi. Donc, c'est là où on va voir de quel bois il se chauffe. Donc, c'est à Jacksonville. Et il y a 15 jours pour le préparer. Pour moi, c'est ça. Petit fait intéressant ou pas d'ailleurs, mais ce sera peut-être l'une des seules fois de la saison, les 49ers ont perdu leur leadership de division puisque les Seahawks se sont passés devant à la faveur de leur victoire contre les Browns. On va pas revenir en détail dans ce podcast sur les Seahawks, mais n'empêche que pour la première fois, on nous aurait dit ça il y a 3 semaines que les Seahawks allaient passer devant les 49ers, on l'aurait peut-être pas forcément cru, et pourtant c'est bien le cas. Après cette 8e semaine, ce sont les Seahawks qui sont en tête de la NFC West. Un petit mot, Seb, quand même, sur Christian McCaffrey, qui en est à son 17e match consécutif avec un touchdown, record de NFL égalé. C'est vraiment le joueur, faut surtout pas qu'il se blesse, quoi. C'est le joueur dont on souhaite qu'il reste en bonne santé. C'est un des
des rares featured backs restants dans la ligue, c'est-à-dire un de ces running backs qui fait toutes les portées, qui fait le boulot et qui en plus, alors là aussi je ressasse une évidence, mais qui est d'une versatilité qui est rare à ce poste. Et au total, j'avais fait un calcul rapide avant cette journée. Il était à 598 yards au sol et 228 par les airs. Ça fait 826 yards. Ça fait plus de 35% de la productivité offensive de San Francisco. C'est beaucoup. Alors, C'est trop. je sais, je sais pas si c'est trop. Je sais pas si c'est de la dépendance, mais c'est souvent la nature de ce type de management du joueur. Oui, bien sûr. Après, moi, je pense que du coup, c'est pas que ça devient prévisible, mais tu as besoin aussi qu'il se repose. Bien sûr. On arrive à la mi-saison. On sait que c'est un joueur qui a été sujet aux blessures pendant plusieurs saisons. Tu as envie d'avoir autre chose. Et, et surtout, on va être clair, le match contre Cleveland, c'est parce qu'il est blessé qu'il ne il joue pas plus de snaps. Il joue, Absolument. il aurait joué plus de snaps. Bon, après, il y a aussi le kicker qui loupe 2 coups de pied. Ça change un petit peu la donne. Après que tu perdes des matchs, ça fait partie de la saison. Mais aujourd'hui, ils ont plus une tête d'équipe à une défaite qu'à 3. Mmh. C'est des éléments qui ont été défavorables. Clairement, le match contre Cleveland est un. Et s'il n'y avait pas eu le temps qu'il y avait eu, je pense que. Et que si MC était en pleine forme pendant tout le match, il n'y avait même pas de débat. C'était clos. Même contre Minnesota, ils ont une classe d'écart. Ça arrive. C'est la mi-saison, ça arrive. On l'évoquait en off hier, Seb. Ça m'étonnerait pas que dans le management et dans la dans la préparation physique, il y ait un trou de performance à cette période pour repartir, notamment après la bye week, où tu as Jacksonville, Mmh. Tampa Bay, Seattle et Philadelphie. Effectivement, les défaites, il vaut peut-être mieux les avoir pris, là, maintenant. Oui, C'est, parce qu'après, excuse-moi de te couper, mais as Jacksonville qui montre que c'est une grosse équipe. Tu as Seattle qu'il va falloir mettre au pas. Tu as surtout Philadelphie qui t'a battu l'an dernier en finale de conf. Il va falloir faire un statement. Et après, tu rejoues encore Seattle. Donc, c'est des matchs qui vont être importants. mmh. C'est quand même incroyable de voir à quoi tient une saison. On en parle souvent, hein, les saisons de NFL, ça tient à pas grand-chose, mais imaginons 2 secondes que Jake Moody ait mis ce field goal à Cleveland, ça aurait peut-être complètement changé la phase, le momentum en fait de ces 49ers. Si ça se trouve aujourd'hui, il serait à 6-1 ou à 7-1 même, pardon. C'est tout à fait possible. C'est quand même dingue de se dire que bah finalement une défaite peut en enchaîner une autre pour une équipe pour qui tout roulait très bien. En parlant d'équipes où ça roule en ce moment, parce qu'on va quand même pas leur retirer le mérite, c'est les Bengals de Cincinnati qui ont quand même fait aussi un très gros match. 31 points marqués donc par les Bengals, un Joe Burrow à 87% de passes complétées, 28 sur 32, 283 yards, 3 touchdowns, tous vers des receveurs différents, aucune interception. Un Jamar Chase à 100 yards avec un touchdown. Je reprends la question de Timso sur Twitter qui nous a été posée aujourd'hui, mais est-ce que Yaya, les Bengals ont enfin lancé leur saison après ce match-là? Je pense que la réponse à cette question ne se trouve pas cette semaine, se trouvera surtout la semaine prochaine.
La semaine prochaine, c'est Buffalo. Donc revenez la semaine prochaine pour Voilà. avoir la réponse. Non, mais c'est pas ça. Est-ce qu'ils ont lancé leur saison? Oui. Le problème, c'est qu'ils jouent. Ça fait plusieurs saisons qu'ils jouent avec le feu en commençant mal leur saison, pour pas dire autre chose. On rappelle qu'ils étaient à 1-3, je te coupe 2 secondes, qu'ils étaient à 1-3 après 4 semaines. Et donc là, ils sont sur 3 victoires consécutives. Oui, totalement. Donc du coup, en fait, ils sont extrêmement dépendants de la santé de Joe Burrow, ce qui est un peu normal puisque c'est le totem de la franchise. Donc on va voir. Moi, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont donner face à Buffalo. Qui est aussi une équipe qui vise le top de l'AFC. Donc, ils ont pris du retard. Il va falloir revenir, il va falloir cravacher très fort pour revenir sur Baltimore qui se comporte comme une équipe qui veut aller chercher un long parcours en playoff. Donc, il va falloir aller les chercher. J'ai peur qu'ils partent d'un peu loin, ces Bengals. Il va falloir qu'ils partent de loin. Seb, est-ce que tu as été surpris par les Bengals, toi, hier? Alors, surpris, non, j'irai pas jusque-là. On sentait qu'il y avait une montée en puissance depuis, depuis quelques matchs. On voyait que Joe Burrow était de plus en plus à l'aise. Je m'attendais à voir et puis ça reste quand même les Bengals de Chase Burrow. Je m'attendais à avoir des Cincinnati Bengals au sommet de leur capacité et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont été. D'ailleurs, tu soulignais 28 sur 32 pour Burrows, dont 19 passes de suite réussies lors d'une longue séquence. C'est assez hallucinant. Après, en revanche, je suis abondé sur un point envers IA, c'est qu'ils partent de loin. Il ne faut pas oublier que malgré leurs bons résultats récents et malgré leur fiche de 4-3, les Bengals, ils restent 4e et dernier de l'AFC Nord. Oui. Et sauf concours de circonstances, t'accroches pas une place de play-off en étant 4e d'une division. Donc effectivement, le moment de vérité pour eux, il est maintenant. Peut-être en effet que cette victoire à San Francisco, ça va être le lancement de leur saison. Il ne faut pas oublier de citer un autre joueur, alors que j'ai pas vu assez suffisamment cité dans ce que j'ai pu lire sur le match, mais c'est en défense Trey Hendrickson. Oui. Qui a généré beaucoup de pression. Il a fait son 8e sac de la saison hier. Il a généré 36, il a mis Purdy sous pression 36,4% des snaps. C'est plus d'un tiers des passes. Il a mis Purdy sous pression. Il a fallu qu'il sorte pendant le 2e quart-temps pour un souci de cheville, donc il aurait pu être encore plus dangereux, avoir un volume encore plus important, mais il faudra compter avec lui et si la défense se met au diapason de Hendrickson, ça pourrait être pour la suite. Néanmoins, effectivement, ils partent de loin, après avec ce début de saison difficile. Alors la mission est pas impossible, mais elle va être compliquée. Il y a juste une chose, moi, que je veux rajouter par rapport à ça, c'est qu'en division, ils sont à 0-2. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils gagnent les matchs qui restent, les 4 matchs qui restent dans la division. Et dans la conférence, ils sont à 0-3. Oui, c'est vrai que ça peut compter en fin de saison. Dans une division qui est très serrée, attention. Et Cleveland, le seul match de division qu'ils ont gagné, c'est contre eux. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles en division. Donc, moi, j'attends de voir 3 matchs de conférence, 3 défaites. Les 4 victoires, c'est contre l'autre conférence. Hein. Une autre équipe qui va devoir mettre les bouchées doubles d'ici la fin de la saison, ce sont les Titans du Tennessee qui ont trouvé peut-être un quarterback hier. Will Levis a donc fait sa première apparition sur le terrain. Alors,
on avait la blessure de Ryan Tannehill, ça jusque-là tout le monde était d'accord, et on a un Mike Vrabel qui nous a dit pendant la semaine, on va faire jouer un petit peu Will Levis, un petit peu Malik Willis. Alors ça s'est passé comme ça sur le premier drive. Hein. Will Levis a commencé. D'ailleurs, ça a été beaucoup des courses pour Derrick Henry. Et au en troisième tentative, je crois, le snap a été trop haut. C'était cette fois Malik Willis sur le terrain. Il a perdu le ballon et on n'a plus jamais revu quasiment Malik Willis de tout le match, puisqu'après Will Levis a fait quasiment tout le reste. Will Levis, sur sa première rencontre en NFL, c'est donc 19 sur 29, 238 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Plutôt pas vilain. Quand on sait que Ryan Tannehill a eu toutes les peines du monde à lancer des touchdowns cette saison, la question elle est extrêmement simple, Seb. Est-ce qu'il faut tout simplement tourner la page Ryan Tannehill et donner les clés à Will Levis? Eh ben, moi, je pense qu'on aura la réponse lors du prochain match contre Pittsburgh, puisque Tannehill, a priori, sera toujours indisponible. À mon très humble avis, les chances que Will Levis soit à nouveau le Alors starter sont très élevées c'est même après confirmé. c'est Mike confirmé? Vrabel l'a confirmé D'accord. il y a quelques minutes de cela, et ce sera bien Will Levis qui partira pour le Thursday Night Football entre les Titans et les Steelers. Tu m'étonnes. Le jeune homme, il a fait doubler en un match, plus que doubler le nombre de TD lancés par le club depuis le début de la saison. Il fait remonter la cote de DeAndre Hopkins, qui était resté, je crois, 9 matchs sans marquer. Mais il en met 3. Alors, il en est 3. Dont un, le Donc, premier, ouais. Oui, bon, il y a il une passe, balance, il y a une il, petite il passe bal- interférence. Hein. il balance son cornerback. Bon, il lui dit, allez, bouge. Ah, ça joue On aurait physique, dit, ça va, on aurait dit, ça défend, En on aurait quoi. dit Angleterre, ça MC siffle Solar. pas. En Angleterre, ça siffle pas, On voilà. aurait dit MC Solar. Bouge de là. Ça, Bouge de là. c'est physique. Il prend l'espace, voilà. C'est la prise de C'est tout. position. Voilà. Exactement, voilà. C'est la prise de position préférentielle. C'est des subtilités, ça, du jeu de receveur, le petit coup en péripatéticienne comme ça. Euh, Donc oui, revenons à Will Levis. Je pense qu'il faut attendre confirmation parce qu'en NFL, on a souvent tendance à se hyper comme ça sur des joueurs qui vont faire une grosse perf et qui peuvent disparaître pour ainsi dire ou devenir invisibles du jour au lendemain. James Donc, Winston, entre autres. je me souviens, alors, je sais plus à quand ça remonte à peut-être une dizaine d'années. Il y avait eu un receveur à Dallas, son nom c'était David Ogletree, je crois. Et en première journée, le type marque 4 touchdowns. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, je me souviens, je faisais de la fantasy à l'époque. Tout le monde se jette sur David Ogletree ce jour-là, parce que personne. Et il n'a rien fait d'autre de la saison. Invisible, le type. Il aurait pas été dans le roster, ça aurait été la même. Alors, on va pas souhaiter le même destin à Will Levis, évidemment, d'autant qu'il est tout de même à un poste où il va être beaucoup plus exposé, justement. Mais je vais garder un œil sur la suite parce que les développements pourraient être intéressants. Mais effectivement, je pense qu'on approche de la fin de l'ère de Ryan Tannehill à Tennessee. Will Levis d'ailleurs qui a lancé donc 4 touchdowns pour son premier match en NFL. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2015 et c'était aussi un quarterback qui a joué chez les Titans puisque c'était notre ami le Tom Brady hawaïen Marcus Mariota. Yaya, toi Will Levis, Ryan Tannehill, ça va donner quoi au final cette trade deadline chez les Titans? Est-ce que on avait vu qu'il y avait eu des mouvements déjà avant ce match-là? On se disait les Titans vont balancer la saison, vont faire partir Derrick Henry possiblement, faire partir pourquoi pas DeAndre Hopkins, il y avait eu des rumeurs aussi là-dessus. Est-ce que finalement les Titans pourraient pas se dire, bah avec Will Levis, on a peut-être quelqu'un qui pourrait assurer l'avenir et pourquoi pas tenter encore quelque chose cette saison? Alors, si tu mets Will Levis, tu ne tentes pas, tu mets quelqu'un pour lui donner de l'expérience. Clairement.
tu vises pas les playoffs cette année. Avec Tannehill, tu sais ce que tu as. Tannehill est un très bon professionnel. Je pense qu'il peut rendre de fiers services à des équipes. Si tu reçois des appels pour lui, je pense que tu réfléchis et justement pour mettre Levis, mais pas pour cette année, pour l'année prochaine. Après, attention à la hype. OK, il a fait des bons matchs, mais il avait jamais mis les pieds sur un terrain, à part en pré-saison. Il n'était pas scouté comme il va être scouté à partir de ce match. Donc attention, j'attends de voir le rebond. Et là après, on va éviter de faire des conclusions hâtives, comme disent certains. Je reconnais bien là, le fan de basket en toi. Tu attends le rebond. Exactement, Tu guettes. exactement. Tout à fait. Il faut d'abord faire un box out avant d'aller au rebond. Donc oui, il y a du potentiel. Quand on a fait les émissions sur la draft, et on salue nos copains du triplé, il y avait des gros doutes Ouais. sur ses capacités de lecture, notamment parce que le bras était là. On sait qu'il a un bras, on sait que. Mais C'est mieux après, pour être quarterback. oui, mais il a un gros bras. C'était le plus gros bras de. Sans bras, de c'est moins facile, tu vois. Oui, tout à fait. Mais il y a bras et bras, c'est-à-dire la puissance, si tu préfères. Mais après, le reste, aïe. Il y avait de sérieux doutes. Donc là, est-ce que le fait d'avoir DeAndre Hopkins, ça aide? Parce que c'est quand même un vétéran qui sait faire. J'attends de voir. Honnêtement, je suis curieux de voir la suite. Autant, tu vois, s'ils réitèrent de telles performances sur tout le reste de la saison, je serais très, très, très surpris. Surtout que effectivement, du côté de Tennessee, on s'apprête à brader un petit peu tout. Il y a des équipes qui sont en recherche de quarterback gestionnaires. Ben, je pense que du côté de Nashville, le téléphone doit chauffer. Le téléphone doit chauffer. Alors, une équipe pour qui le téléphone ne chauffera peut-être pas beaucoup, parce que ça m'étonnerait qu'elle soit vendeuse à la trade deadline, ce sont les Dolphins de Miami. Les Dolphins qui ont donc Acheteurs. été chercher, oui, eux acheteurs, mais pas vendeurs, donc leur téléphone va pas sonner. C'est eux qui vont appeler. Du coup, Oui. 31. Ou alors on peut proposer des joueurs. Hein. Attention, Oui, c'est on vrai peut leur. aussi. C'est vrai. Oui, bah On oui. a quelques-uns chez nous à proposer. 31-17, les Dolphins de Miami, la victoire contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Un match de division, c'est toujours piégeux. Les Dolphins s'en sont plutôt bien sortis. Alors, on va pas forcément poser la traditionnelle question de les Dolphins vous ont-ils impressionné, parce que on sait que depuis le début de saison, c'est un petit peu la même chose avec les Dolphins. C'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que jusque-là, tant que ça a joué des équipes entre guillemets faibles ou avec un bilan négatif, ça s'est plutôt bien passé. Dès que ça joue des équipes fortes, pour l'instant, ça n'a pas passé le cap. Donc, on fera plutôt ce débat-là la semaine prochaine après le match contre les Chiefs, parce que là, on verra s'ils ont battu les Chiefs, dans un duel au top de l'AFC, hein, parce que les deux équipes sont à 6-2 maintenant. Et c'est en Allemagne, alléluia, à 15h30, à une heure particulièrement intéressante pour les Français, donc ça va être intéressant. Un joueur qui a encore marqué ce match entre les Dolphins et les Patriots, c'est Tyreek Hill. Tyreek Hill, 112 yards, un touchdown. C'est pas le meilleur receveur, hein. Jalen Waddle a fait 121 yards. Il n'en reste pas moins qu'avec ses 112 yards, il franchit la barre symbolique des 1000 yards en moins de 8 matchs depuis le début de la saison. Avant le début de la saison, il avait dit qu'il serait le premier receveur à franchir la barre mythique des 2000 yards. Cette saison, force est de constater qu'à la mi-saison, il est sur la bonne trajectoire. Mon cher Yaya, jusqu'où peut aller Tyreek Hill? Dans la end zone. Alors déjà, lui, quand il va dans la end zone, t'as noté qu'il reçoit le ballon, Tua Tagovailoa a même pas eu le temps de comprendre qu'il y avait touchdown, il est déjà assis. Hein. Tyreek Hill, il est reparti s'asseoir tout de suite, il a fait tout le tour du terrain, puis il est reparti s'asseoir.
Alors, on sait que c'est de notoriété publique que je ne suis pas un Tyreek Hill believer. Force est de constater qu'il a fait de beaucoup de progrès dans le catching et je pense que, le coaching y est pour beaucoup. Dans le sens où il gagne beaucoup de yards après réception, notamment grâce à sa vitesse où il est beaucoup mieux, exploité, je trouve, que du côté de Kansas City. Après, il y a aussi une chose, tu l'as dit, il y a Jalen Waddle qui permet aussi de le libérer d'une triple couverture, enfin comment dire, de jeux spéciaux de la défense. Donc, c'est tout ça qui fait que tout un système a été mis en place, une attaque qui tourne à fond du côté de Miami. Bon, tu l'as dit, il va falloir attendre de voir face à des oppositions beaucoup plus fortes. Et je reste sur mon point de vue que pour qu'ils aillent loin, il faut qu'ils aient le first seed et il va falloir gagner des gros matchs. Les Chiefs, Seb, ça va être particulièrement intéressant forcément pour Tyreek Hill. Ça va même être probablement le match où il va être le plus observé. On sait qu'il est parti de la franchise de Kansas City pour aller chez les Dolphins. Est-ce que toi, tu crois à cette barre mythique des 2 milliards? Et est-ce qu'il pourrait même le faire, pourquoi pas, en seulement 16 matchs, ce qui viendrait à anéantir toute discussion, parce qu'on sait que les records en ce moment, quand ils passent en 17, on dit oui, mais avant il y avait que 16 matchs, etc., etc. Si là, il le passe en 16, c'est encore plus énorme. Attends, je vais répondre à la place de Seb. Il ne dépassera jamais Jerry Rice. Non, je suis pas de mauvaise foi à ce point et les records, c'est fait pour être battu. Néanmoins, c'est vrai que Jerry, il a fait ses records en 16 matchs. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, plus sérieusement, effectivement, s'il le passait en 16 matchs, ça serait, enfin, ça serait un statement. Ça mettrait tout le monde d'accord sur ce point-là. Et la barre des 2 milliards, oui, elle est atteignable. Puisque, alors sans faire de calcul, en plus je suis pas un matheux, donc le calcul mental c'est pas mon truc. Je pense que du coup la moyenne de yards à faire par match pour lui C'est en gros une n'est centaine. pas c'est en gros une centaine, donc c'est pas inatteignable non plus. Par contre, il suffit d'un match sans pour que le record pour que cette marque des 2 milliards lui file entre les doigts. Donc ça reste toujours un petit peu tendu sur un fil. Moi, je pense tout de même que pour Miami, le but de la saison, c'est d'aller au bout et pas tant que Tyreek Hill amasse ses 2 milliards par la voie des airs. Et effectivement, le match contre Kansas City, ça va être très intéressant. C'est l'ancien club de Tyreek Hill. Il va avoir à cœur de briller, mais on connaît les difficultés de Miami contre les grosses écuries. D'autant que là, pour les Dolphins, ça fait quand même 2 matchs de suite où le jeu au sol marque un peu le pas. Ça va être compliqué peut-être, si c'est à nouveau le cas contre Kansas City, de se rabattre uniquement sur la passe. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut surveiller, c'est qu'ils ont une ligne offensive qui se dépeuple parce qu'il y a beaucoup de monde qui est à l'infirmerie ou qui joue avec une blessure. Teron Armstead, Isaiah Wynn sont sur l'injured reserve. Connor Williams est actif, mais il n'a pas joué à cause d'une blessure. Robert Hunt est sorti pendant le match à cause d'un problème à un ischio. Et tu as le tackle remplaçant Kendall Lam qui a dû sortir aussi à cause d'une blessure aux abdos. Donc bientôt, les linemen offensifs, ils vont devoir les chercher ou ils vont devoir recruter. Donc attention à ce point-là qui pourrait leur coûter cher. Petite question, les amis, si jamais on se retrouve, admettons, hein, en semaine 17, les Dolphins ont sécurisé leur place en playoff, ils ne peuvent plus aller chercher le first seed, mais ils seront deuxième ou troisième, voilà ce que vous voulez. Arrive le match contre les Bills et Tyreek Hill est à, mettons, 1900 yards. Est-ce que on le repose ou est-ce qu'on le fait jouer? Ah, la question qui tue, c'est pire J'ai une que autre, que- la question j'ai- surprise de j'ai Yaya une là. autre question à te poser. Dis-moi, Tu mais mets c'est moi qui qui en pose des questions. Oui, non, mais attends, non, 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 mais parce que elle est concomitante.
avec ta question. Si elle est concomitante, il y a commitante dedans, vas-y. Voilà. Tu mets qui en quarterback? Est-ce que tu mets Skylar Tua? Thompson? Ouais, est-ce que tu mets Tua en quarterback? Parce que Bah, c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est si tu mets Tua, tu mets Tyreek Hill. Si tu mets pas Tua, tu mets pas Tyreek Hill. c'est ce que j'allais dire. Je pense que les deux vont ensemble, de toute façon. C'est un choix à faire Exactement. complet. C'est un choix complet à faire. Après, tu te dis aussi, moi je pense que ça va dépendre vraiment de l'écart, parce que si jamais il y a 60 yards, par exemple, à faire, bon, peut-être qu'il le mettra, il pourra même se dire, peut-être en une mi-temps ce sera fait, je le fais reposer en deuxième mi-temps. Si jamais il y en a 130, tu te dis, c'est contre les Bills, qui seront potentiellement pas la défense la plus faible de la ligue. Bon. Et on va dire, attends, ta question en plus, il y a de fortes chances pour que le titre de la division se joue sur ce C'est bien match-là aussi. possible. À moins que les Jets, d'ici là, aient sécurisé le titre de division. Non, je plaisante. Hein. C'est une blague. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler pour Charles. Et on va savoir, ils sont à 4-3. Hein. Oui, bien sûr. Tu Et sais, Auxerre en soccer va jouer la finale de la Coupe de France aussi, oui. Allez. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Les amis, on passe maintenant à une équipe malheureusement où ça rigole un peu moins. C'est triste pour eux, mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Ce sont les Vikings du Minnesota. Les Vikings qui pourtant, on va nous dire, waouh, ils ont gagné contre les Packers, tout va bien. Et oui, mais malheureusement, Kirk Cousins a vu son tendon d'Achille se rompre. Grosse blessure pour Kirk Cousins. À 36 ans, c'est vraiment pas un joueur habitué en plus des blessures. Fin de carrière. Voilà, c'est possible. C'est en tout cas une fin de saison et la fin de carrière. Ça, tu vas répondre à cette question tout de suite, mon cher Yaya. C'est vraiment la tuile pour les Vikings. Kirk Cousins était sur une très bonne saison pour le coup, sur une excellente saison, même un excellent début de saison. En début d'année, ça avait pas forcément très bien marché, ça jouait à pas grand chose, mais les Vikings perdaient. Là, ils avaient recommencé à gagner, on commençait même pourquoi pas à se dire que ça allait être une équipe contender pour les playoffs. Et patatras, le tendon d'Achille qui se rompt, Kirk Cousins fin de saison. La question qui a été reprise d'ailleurs hein, sur Twitter, on nous a posé la question, donc je m'en fais le relais ce soir, c'est que doivent faire les Vikings, Seb? Est-ce qu'ils doivent vendre à la trade deadline? Est-ce qu'ils doivent aller chercher un quarterback? Est-ce qu'on fait confiance à Hall pour être quarterback numéro 1, le rookie qui sort de BYU? Qu'est-ce qu'on fait chez les Vikings? Alors, grande question. Jaren Hall, effectivement, rookie de BYU, un 5e round. Il a remplacé Kirk Cousins en fin de match, 3 sur 4, 23 yards, un fumble. Tu peux pas tirer de conclusion à partir d'une telle performance. Ce sera un pari. En même temps, il faudra avoir à l'esprit que ça peut aussi signer la fin de la remontada des Vikings dans la NFC Nord et dans la NFC tout court. Là, la situation devient compliquée d'un coup pour eux, puisqu'ils commençaient à recoller à Détroit. Voilà, ils étaient à une victoire des Lions, alors qu'il y a quelques semaines, c'était tout de même pas évident. Et tout ça sans Justin Jefferson qui est sur l'injury reserve en plus. Hein. Et ça serait même une, tu vois, alors ça aussi, c'est une question qu'on a évoquée hier avec Yaya. Justin Jefferson n'est plus là et Minnesota gagne. Bon, Jordan rapport Addison de cause à effet qui prend une place de plus en plus importante. qui prend un volume de jeu absolument fou, qui se révèle, voilà, donc hasard ou réalité scientifique, l'avenir nous le dira. En ce qui concerne notre ami Captain Kirk, ben oui, ça c'est une triste fin de saison, voire peut-être une fin de carrière. Alors que faire? Aller chercher quelqu'un. Il y a Nick Mullens qui va sortir de l'Injured Reserve dans une semaine. Peut-être une possibilité, mais c'est quand même pas la sécurité sociale, Nick Mullens. Oui, la situation est complexe. On parlait de Ryan Tannehill tout à l'heure. Ça pourrait être un fit
pour les Vikings. Si les Titans sont vendeurs, ça pourrait être un fit. La question a été posée sur Twitter, sur le compte de The Free Agent. On a demandé aux gens si vous étiez general manager des Vikings, qu'est-ce que vous feriez avec cette situation-là? Est-ce qu'il faut bazarder la saison? Est-ce qu'il faut envoyer Justin Jefferson quelque part? Est-ce qu'il faut? On sait qu'en plus Kirk Cousins était en fin de contrat à la fin de la saison. Est-ce qu'il faut tourner la page et se reconstruire, ou est-ce qu'il faut se dire que après tout, des quarterbacks rookies venant de tours très profonds, il y en a certains qui ont fait du bon boulot. Pourquoi pas? Pourquoi Jaren Hall n'arriverait pas à faire quelque chose? Ou même aller chercher, mon cher Yaya, un quarterback, soit, tu as parlé de Ryan Tannehill, ou ça peut être un autre quarterback d'une franchise, mais ça peut être aussi un free agent. Il y a, par exemple, sur la liste, il y a Carson Wentz, il y a Joe Flacco, il y a Nick Foles. Il y en a des joueurs qui n'ont pas de contrat aujourd'hui que tu peux encore aller chercher. Oui, bien sûr, tu as Colin Kaepernick aussi. Oui, et puis il y a Tom Brady aussi, mais bon. Ouais. Et Non, Matt non, Ryan. il a pris. Non, mais on est sérieux les gars, 2 secondes, sans rire. J'avais donné 2 noms sérieux, moi. Carson Wentz, Joe Flacco et Nick Foles, Alors, ils ont pas de contrat, moi, ils sont dispo. Oui. Moi, il y a juste une chose, c'est que oui, tu peux mettre un quarterback rookie si tu as un jeu au sol. Et le problème principal du côté de Minnesota, Oui. c'est qu'ils ont fait ah ben non, on va pas te payer Dalvin Cook, on va pas te payer, surtout pas. Mais non, on va pas. Allez, on te bazarde. Le résultat des courses, s'ils sont dans cette situation, c'est parce qu'ils n'ont pas de jeu de course. Donc tu peux avoir autant de très bons receveurs, mais tu n'as personne pour lancer la balle, tu n'as personne pour soulager ton quarterback. Ben, tu te retrouves mal finalement. Si je suis GM, ben, écoute, c'est clair, je fais revenir Dalvin Cook qui se morfond du côté de New York et je vais chercher Ryan Tannehill jusqu'en prêt jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que je sais qu'à la fin de la saison, je le bazarde et après, je prends un free agent ou alors par la draft, même si cette année, il sera peut-être moins profond en termes de quarterback, mais ça devait être une année à quarterback et quand on voit ce qu'ils font cette année, c'est un peu compliqué. Tu peux aussi également aller chercher un Andy Dalton qui est en backup. Je ne pense pas qu'il soit vendeur du côté de Carolina, mais pourquoi pas tenter le coup. Pour moi, il n'y a que ça si tu veux faire quelque chose. Mais vous, avant tout, je prends excuse-moi, j'essaie vas-y. de prendre un coureur de qualité. Pour vous, Kirk Cousins et les Vikings, c'est terminé, il ne signera pas à la fin de la saison? Ah bah, oui. Alors déjà, une rupture du tendon d'Achille pour revenir en sport pro. Oh, bah tu sais, Aaron Rodgers te dit qu'il peut revenir en 5 mois. Là. Oui, mais bien sûr, mais tout le monde ne fait pas des méditations au fin C'est fond vrai. au fin Des fond de grottes. grotte. C'est vrai. Et là, on le voit prendre des snaps à faire Est-ce que Kirk Cousins a le niveau de Aaron Rodgers? On va être d'accord? Non. Donc, pour qu'il revienne à un niveau décent d'un quarterback de NFL, je ne suis pas sûr. Donc, oui, il va revenir avec une forme, mais c'est très compliqué. Et quand tu vois les pertes de performance de tous les athlètes, et là, je parle pas que de NFL, mais en général, pour moi, c'est compliqué. Et puis, il a 36 ans, il était en fin de contrat. Aïe. Seb, toi, même avis, ça ne signera Oui, pas. ouais, je abonde dans ce sens. Je doute qu'il re-signe après ce qui vient de lui arriver et pour revenir à un niveau, décent et même à son niveau, ça va être compliqué. Malheureusement, ça sent la fin de carrière. D'autant que c'est un joueur que, comme tu le disais, Flav, il a pas eu de mémoire, il a pas eu de blessure majeure dans sa carrière. C'est-à-dire, celle qui te met sur le flanc pendant 6 mois et qui t'oblige à faire une saison blanche. Donc en plus, il se retrouve dans une situation, inédite pour lui, une situation qui peut être un petit peu effrayante, hein, parce que tu as beau savoir que ça fait partie de la vie d'un athlète, quand ça t'est jamais arrivé, il y a quand même de quoi se poser des questions.
L'avenir nous le dira, mais non, on le reverra pas sous un. Si on le revoit sous un maillot, ce sera pas sous celui des Vikings. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier non plus, c'est que quand il a toujours eu des doutes sur sa carrière, faut pas oublier que quand il était du côté de Washington, il a été tagué 2 années de suite pour pas avoir de gros contrats, qu'il a été cherché du côté de Minnesota. Donc voilà, il a eu 2 fois le franchise tag. Donc il y a toujours eu des doutes. Donc de là à lui signer maintenant, c'est quasiment c'est comme du poker, hein, c'est à l'aveugle. Hein. En tout cas, bien triste nouvelle pour Kirk Cousins et pour les Complètement. Vikings. Parce que c'est un Oui. gars qui est éminemment sympathique et qui donne envie. C'est vraiment le gars, un bon gars de vestiaire, j'ai l'impression, parce que après c'est Quarterback qui fait cette impression. Mais je pense que c'est un gars qui est important et voilà. Et puis c'est un gars qui a jamais fait de vagues, qui a toujours fait son taf et qui Oui. voilà, c'est ça. Et voilà. Donc alors on est triste à chaque fois qu'il y a un joueur majeur blessé, mais vraiment c'est une sensation qui est eu un peu générale dans la rédaction de TFA, alors qu'on n'a pas forcément d'atome crochu plus que ça avec les Vikings, mais c'est vraiment cette sensation de tristesse que ce soit tombé sur Kirk Cousins. Un moment un peu plus joyeux, les Jaguars de Jacksonville. Les Jaguars de Jacksonville qui sont sur une série, mes chers amis, qui commence à compter quand même. Parce que depuis qu'ils ont fait leur petit voyage à Londres, c'est quand même pas rien, ils en sont à 5 victoires de suite. Victoire contre les Falcons, victoire contre les Bills, victoire contre les Colts, victoire chez les Saints, victoire maintenant chez les Steelers. On salue au passage Romain de Steelers France qui était du côté de Pittsburgh pour ce match. Une victoire 20-10, ça n'a pas été le match de l'année, mais mon cher Ced, c'est quand même une équipe, les Jaguars, sur laquelle il va commencer à falloir compter un petit peu. Il va falloir qu'on en parle, oui. Il va falloir commencer à parler de cette équipe, à parler de leur performance, à parler de leur victoire, à parler de Travis Etienne, Travis Etienne, comme disent les commentateurs américain, Etienne, comme disent les commentateurs américains. Il y a quelques semaines, quand justement ça recommençait à fonctionner pour Jacksonville, notre ami Doug Pederson, il avait déclaré que Travis Etienne, c'était sans doute le joueur le plus important de l'effectif. Il a peut-être pas tort parce que quand même, hier soir, il nous fait un 79 yards au sol en 24 carries. Et puis, il amène aussi 70 yards en 3 réceptions et un touchdown. Et moi, messieurs, j'appelle ça un playmaker. Et en plus, il a également... pas joué tout le temps parce qu'il a été blessé sur le bord de la touche pendant un petit temps, hein, en plus. Exactement, il a dû sortir pour un petit temps durant le match. Il y a le tight end Evan Engram également qui s'est illustré avec 10 réceptions et 88 yards. Une défense qui a intercepté Mitch Trubisky 2 fois. Les takeaways restent un gros point fort pour ce club. Attention quand même, ils perdent 3 ballons hier soir et du coup, ils se retrouvent quand même 6-2. C'est la première fois depuis 1999 et en plus, après leur bye week, ils vont récupérer 4 starters puisqu'ils ont Zay Jones, Walker Little, Tyson Campbell et André Cisco qui reviennent et ça peut nous donner une équipe qui va être, passez-moi l'expression, mais pleine bourre pour la deuxième moitié de saison. Ils ont San Francisco, Cincinnati, Cleveland et Baltimore qui arrivent au calendrier, pas forcément, je l'ai pas sous les yeux, pas forcément à la suite, mais c'est sur la liste et il va falloir commencer à les considérer comme de véritables contenders pour et pas seulement pour leur division, mais pour la conférence. Alors, juste pour te dire, donc il y a San Francisco, ils sont en bye week-end prochain. Après, comme les Niners d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Comme les Les Niners, deux sortiront de bye. Exactement. Après, ils reçoivent Tennessee, ils vont à Houston, ils reçoivent Cincinnati, ils vont à Cleveland. Ils reçoivent Baltimore, ils vont à Tampa Bay, ils reçoivent Carolina et ils se déplacent à Tennessee. Donc en fait, sur les 4 matchs que tu as cités, Cincinnati, 49ers, Browns et Ravens, ils en reçoivent 3 quand même.
Ils en reçoivent 3 Ils en sur reçoivent 5. 3. Ils 3 ont sur avantage. 4. C'est quand même assez intéressant. C'est toujours bien pour eux de jouer dans un stade où il y a une piscine. C'est toujours intéressant. Oui, c'est un détail qu'il faut noter. Hein. C'est toujours bien. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette équipe de Jacksonville. J'ai l'impression, Yaya, qui avance complètement sous le radar, en fait. On parle des Dolphins, on parle des Chiefs, mais finalement, les Jaguars, ils sont aussi à 6-2. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Ils ne sont pas vraiment sous les radars. Alors déjà, c'est aujourd'hui, hein, au moment où on parle, c'est la plus grosse série en cours, série de victoires. Je trouve que c'est une équipe qui est conforme à ce qu'elle a fait l'an passé. C'est-à-dire qu'elle est toujours sur son tableau de marche. Elle a son identité. C'est un peu balbutié au tout début de saison. Ils n'étaient pas chauds, mais en partant, ils ont perdu contre Kansas City et contre Houston. Mais derrière, eh ben, effectivement, comme tu l'as dit, le séjour à Londres, où il y a eu 2 matchs en 2 semaines à Londres, a peut-être soudé l'équipe. Et j'ai l'impression que c'est une équipe qui sait vraiment ce qui elle est. Et il faut tirer son chapeau à Doug Peterson pour ça, parce que quand il a pris l'équipe, ils étaient au fond du baril, comme dirait un certain Sébastien. Mais moi, j'aime bien ce qu'ils font. C'est une équipe qui me déplaît pas et qui est sûre de sa force. Et contrairement à ce que tu penses, il y a beaucoup de gens qui les prennent au sérieux. Ah bah, j'ai pas dit qu'on les prenait pas au sérieux, j'ai dit qu'on en parlait nettement moins. Mais c'est parce qu'ils C'est sont dans un des... petit marché. Ils sont dans un Oui, tout petit mais marché. Jacksonville, c'est tout Ah ouais. petit. Il y a très peu de gens qui connaissent. Est-ce que tu es capable de le situer sur la carte, bah oui, c'est en Floride. toi-même? Oui, mais où en Floride? Est-ce que c'est vers Tallahassee, la capitale de la Floride, ou pas? C'est ça. Je te rappelle, C'est en que haut j'ai été prof en haut à gauche. d'histoire-géographie, hein, quand même. Hein. Oui, bah, Ah bah oui, quand même, ça aide. regarde le niveau de la géographie en France maintenant. Voilà, ça, c'est sûrement à cause de moi. Tiens, en parlant de géographie, aucun rapport. C'était plutôt de la météo. C'était du côté de Denver. Les Chiefs se sont un peu enrhumés, à l'image de leur quarterback Patrick Mahomes, qui était grippé. On va le rappeler, parce que sinon on va nous dire oui, vous n'avez pas donné tous les éléments. Donc on le dit. Patrick Oui, Mahomes était grippé. Bon, ça mais arrive il à tout fait le qu'ils monde. prennent du Frametto. Voilà. Et bon, il n'en reste pas moins que il y a eu un sacré coup de froid pour les Chiefs de Kansas City du côté de Denver. Seulement 9 points marqués. Première défaite, ça faisait 16 matchs de suite que les Chiefs battaient les Broncos. C'est la première fois qu'ils perdent dans 16 rencontres. Patrick Mahomes qui n'aura donc pas sa 14e victoire consécutive en division. Bref, tout a volé en éclats grâce, Seb, à une excellente défense des Broncos de Denver. Oui, exactement. Denver qui s'est reposé, qui, je pense, a profité aussi de ces conditions climatiques qui étaient pas loin du cataclysme, qui s'est reposé sur sa défense, dont l'attaque s'est reposée sur un jeu au sol plutôt costaud. Et en fait, c'est la preuve cette équipe, quand elle décide de muscler son jeu au sol et de jouer, plus rudement, mais ça fonctionne. C'est à partir du moment où ça lance la balle que, les ennuis peuvent débuter. Bon, Russell Wilson, il lance 3 touchdowns, d'accord, mais pour 114 petits yards seulement, il commet 2 fumbles, il prend 4 sacs parce que, c'est son défaut depuis 2 saisons, il garde son, ballon, trop longtemps. On va revenir un petit peu sur la défense de Denver, qui a réussi à pressurer, Mahomes, 8 fois notamment par, Nick Bonito, qui se fait saquer 3 fois, dont 2 fois par, Baron Browning, qui en plus réalise un strip sack. Hem, c'est une défaite, qui va compter, pour beaucoup, pour Kansas City, et le match de la semaine prochaine contre Miami, c'est quasiment, une situation dans laquelle ils doivent gagner s'ils veulent garder la main sur l'AFC et sur le 1er seed. Alors ils ont aussi plein de choses qui ont pas marché, ce jour-là. Il y a eu des erreurs, il y a eu 5 pertes de balles,
Mahomes qui se fait intercepter 2 fois, Mecole Hardman qui cafoule une balle sur un punt dans les 5 yards de Kansas City. Denver qui marque derrière pour mener 21-9. Voilà, il y a eu ces circonstances-là. C'était une très mauvaise journée au bureau pour Kansas City. Moi, je penche quand même pour le simple accident que pour le mal profond, hein. Le mal profond, c'était la grippe de Patrick Mahomes. Il va s'en remettre. Il va s'en Il remettre. devrait s'en remettre. Alors, le saviez-vous? Tiens, c'est le moment du le saviez-tu? La Non, dernière je fois savais que la dernière fois que les Chiefs avaient été battus par les Broncos, c'était donc lors de la deuxième semaine Mahomes, de c'était compétition de sophomore. 2015. Non, c'était pas Patrick Mahomes à l'époque. C'était Alex Smith. Mais saviez-vous qui menait en yards à la réception les Chiefs ce jour-là? C'était Travis Kelce avec 58 yards à la réception. Exactement le même total qu'hier soir. Voilà. Et les 2 fois où les Broncos ont battu les Chiefs, ils menaient l'équipe avec 58 yards à la réception. C'est quand même comme quoi, hein, les choses sont Et, parfois bien faites. et donc Patrick Mahomes, c'était sophomore, donc en 2e année à Texas Tech. Tout à fait. Voilà. Et c'était, je crois que je dis pas de bêtises, c'était Alex Smith, il me semble, le quarterback des Chiefs. Ah oui, En tout à 2015, fait, il me semble. tout à fait. Pendant cette défaite-là, toi aussi, Yaya, c'est un simple accident de parcours et ça rebondira la semaine prochaine en Allemagne, les Chiefs? Je leur souhaite. L'impression visuelle depuis le début de la saison, on savait que ça arriverait. C'est pas faire injure, hein, on salue nos amis de Chiefs France et notamment Hugues que vous avez reçu. Ils n'ont pas la même impression de domination qu'ils avaient eu les années précédentes. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut arriver et j'ai l'impression qu'en haut de la FC comme de la NFC, c'est beaucoup plus ouvert cette année que les autres années avec moins, il n'y a plus une équipe qui domine de la tête et des épaules. Et on attendra après leur bye week et pour vraiment savoir qui ils sont réellement. Je pense que le manque de wide receiver va peut-être se faire sentir à un moment ou à un autre. Eux aussi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent une petite acquisition d'ici la deadline, qui est, on le rappelle, ce mardi 31. Tout Et à fait. d'ailleurs, un tracker est mis en place pour tout suivre via l'appli TF1. Tout à fait. Vous pouvez suivre tous les mouvements de la trade deadline. Il y a un tracker qui est mis à jour, comme l'a très bien dit Yaya sur le site de TFA. Donc n'hésitez pas, et sur l'application TFA évidemment. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est mis à jour assez rapidement. Généralement, ça dépasse pas le quart d'heure après les informations. Et puis pour les gros trades, comme on a appris il y a quelques instants avant l'enregistrement du podcast, celui de Leonard Williams du côté des Giants. Il part des Giants. Il part des Il s'en Giants va. pour les Seahawks. Oui. C'est en 2019 qu'il est arrivé chez les Giants en provenance des Jets. Oui. Donc il est parti. Et bien un quart d'heure après, vous avez toutes les infos sur l'appli TFA, grosso modo. Hein, le temps que l'article soit rédigé, parce que malheureusement, on peut pas les rédiger avant de connaître les destinations des gens. Sinon, c'est qu'on serait dans le secret des dieux. Tu pourrais savoir quand même. Et je pourrais, mais ça n'est pas le cas. Je pourrais, mais ça n'est pas le cas, j'en suis désolé. Après, les Chiefs, c'est peut-être, pour en revenir aux Chiefs, c'est peut-être juste leur défaite improbable de la saison. L'an dernier, il y avait eu les Colts. Ils avaient perdu contre les Colts. Si ça se trouve, cette année, ce sera les Broncos. Bon, bah voilà. Chaque année, ils nous en font une. C'est pas très grave. Oui. Après, des équipes invaincues, c'est très très rare. Et il ne faut pas qu'il y ait des invaincus parce que faut que du côté de Miami, ils sabrent le champagne tous ensemble. Tu connais cette tradition, Flav? Oui, je connais cette Donc, tradition. on raconte pour nos auditeurs, c'est que l'équipe de Miami qui a gagné dans les années 70, invaincue, tous les ans, à la première défaite la dernière équipe qui a vaincu, perd, et ben du coup, ils sabrent le champagne et ils boivent le champagne tous ensemble pour ceux qui restent en vie. Voilà. Bon, alors pour les Chiefs, ça a été vite puisqu'ils étaient plus invaincus depuis la première journée, hein, mais bon. Oui.
Voilà, c'est juste comme ça. Alors on vous a demandé, on va terminer, non on va pas terminer parce qu'après il y a le petit coup de cœur de Yaya et de Seb, mais on va parler des questions que vous nous avez posées sur Twitter tout au long de la journée. On a déjà fait celle de Timso sur les Bengals, on a fait celle aussi de Bigophone, Maverick Bigophone sur les Vikings. Il y a Fred Romanet qui nous demande où voyez-vous les Bills en fin de saison? Alors à Buffalo, mais à part ça. Est-ce que Yaya, tu vois les Bills aller loin? On rappelle que les Bills ont gagné cette semaine 24-18 face aux Buccaneers de Tampa Bay. C'était lors du Thursday Night Football. Ça fait 2 saisons que j'ai beaucoup de mal à lire les Buffalo Bills. Quand ils sont dans un bon jour, ils sont inarrêtables, mais le problème, c'est qu'ils ont des trous d'air qui sont complètement inexplicables. Et ils viennent de signer Léonard Fournette. Oui. Je suis pas sûr que ça résolve tous leurs problèmes, mais ça peut un petit peu stabiliser leur jeu de course en attaque. Je les vois, moi je les voyais gros comme une maison et cette année, c'est un peu les montagnes russes. J'ai peur qu'ils soient un peu courts et qu'ils n'aillent pas chercher le first seed, du coup, qu'ils soient à la course pour rattraper Miami, qui perdent des plumes comme ça. Et ça ne m'étonnerait pas qu'une fois de plus, dès le deuxième tour, ils se fassent sortir. Donc moi, je les vois ou allez, on va dire en championship. Allez, championship. Est-ce que, Seb, déjà tu les vois champions de division? Est-ce que tu mets plus les Dolphins ou les Bills? Ou les Jets? Ça va être. Ça, on va être sérieux 2 secondes. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Tu l'as pensé suffisamment haut pour que je l'entende. Pas du tout. Pas du tout. Ça va être compliqué. Tout va dépendre en fait de comment Miami va se comporter face aux autres grosses écuries de la ligue. On a évoqué ce problème de leur côté. Du côté de Buffalo, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand on regarde leurs 3 défaites de la saison, il y en a quand même 2 qu'on pourrait classer parmi les défaites improbables. Il y a celle contre les Jets en prolongation dès la première journée, et puis il y a celle contre New England en 7e journée. Donc il y a 1 semaine de ça, 2 semaines de ça, pardon. C'est assez étrange, peut-être même inquiétant que cette équipe laisse filer comme ça en quelque sorte des matchs qui sont largement à leur portée sur le papier. À voir. Ils seront en play-off, je me fais pas de soucis pour ça. C'est peut-être un petit peu juste pour prétendre au first seed, mais par la suite, on sait que voilà, dans les playoffs, on se transcende, ça se bagarre. Oui, l'AFC Championship, c'est pas improbable, à mon sens. Moi, j'ai Oui, vas-y. juste une petite chose sur les Bills. Moi, j'ai vraiment peur qu'ils aient laissé passer l'occasion. Et que c'est une équipe qui va décliner maintenant. Que la fenêtre soit devenue une meurtrière. Ah non, que ce soit un mur maintenant. D'accord, c'est même plus la meurtrière, c'est le mur. Ouais. Écoute, Non, et puis d'autant que là, si on regarde, la semaine prochaine, il faut qu'ils aillent à Cincinnati. Week 12, ils vont à Philadelphie. Ensuite, ils sont en bye. Week 14, il faut aller à Kansas City. Week 15, il faut prendre Dallas. Ouais, c'est costaud. Et on rappelle aussi, parce que tout ça, c'est quand même costaud. Hein. parce que tu dis, et pour apporter de l'eau à ton moulin, mon cher Seb, où tu disais que c'était un peu inquiétant, potentiellement inquiétant. On rappelle qu'ils s'en sortent de justesse contre les Giants de New York, et que même ils auraient jamais dû gagner. Ils auraient jamais dû gagner. Il y avait un holding, mais enfin bon, c'est comme d'habitude, tout le monde victimise les pauvres Giants. Yannick, le match est fini. Oui, mais depuis plusieurs jours. Non, attends. Depuis plusieurs semaines, c'est fini. Je vais juste te dire un truc. Ça va faire 3 semaines. La saison, elle s'est finie à la week 1. Ouais. Donc, je peux finir ma démonstration ou... Et laisse parler le monsieur, s'il te plaît, en plus. Il y a le professeur Géo qui parle. Et je disais aussi que même contre les Buccaneers, ça n'a pas été impressionnant de domination non plus. Et
tu parlais de fautes, etc. Yaya, il y a eu des vidéos sur la dernière passe en direction de Chris Godwin. Où bon, voilà, il aurait pu l'attraper. Il y a eu aussi une faute, une passe interférence qui n'a pas été sifflée. Bref, on pourrait faire un débat sur l'arbitrage, hein, mais ça nous prendrait des heures et des heures. Il n'en reste pas moins que la victoire de ce jeudi est pas non plus éclatante. Ils n'ont pas éclaboussé de leur talent toute la NFL. Alors, il y a des équipes qui gagnent toute la saison de 7 points et qui vont très loin. Hein. Ça ne veut pas dire que les Bills iront pas loin. N'empêche que, pour l'instant, je pense que nous tous ici, on est encore un peu sur la réserve vis-à-vis de ces Bills de Buffalo. Ouais, c'est un peu les montagnes russes, leur saison jusqu'ici. Hein. Dernière question sur les réseaux, c'est Dali qui nous demande ce qu'on en pense de la performance de Sam Howell. Alors, je vais donner ses stats. Sam Howell, donc le quarterback des Commanders de Washington, une défaite 38-31. Les Commanders qui ont tenu la dragée haute aux Eagles pendant un bon moment dans cette rencontre. Autant la performance avait été plutôt indigente pour les Commanders la semaine dernière face aux Giants, autant là, ça a été quand même bien mieux. Sam Howell finit à 39 sur 52. 52 passes tentées, 39 complétées, 397 yards, 4 touchdowns, une interception. C'est quand même pas vilain, hein, ces petites stats, mon Yaya. Oui, mais c'est un petit peu la vie d'un quarterback de NFL qui n'est pas élite, c'est-à-dire qu'il va être en dents de scie, et puis ça va dépendre aussi de la ligne, comment ils le protègent, comment ils sont motivés. Il y a il faut pas oublier que c'est tous, s'ils sont titulaires, c'est que c'est tous des joueurs élites. Ils sont capables de faire des très bonnes choses. Après, ça va dépendre de l'adversaire et qu'est-ce qu'il a mis en place. Et c'est extrêmement tactique. Et peut-être qu'en face, ils avaient prévu plus de lui laisser certaines opportunités. Puis, il a quand même des sacrés playmakers avec Curtis Samuel et Terry McLaurin. Donc, c'est pas infamant. Après, son avenir dans la ligue, à la fin de la saison, on sait qu'il y a un nouvel actionnariat. Il peut y avoir tout qui va être remis à zéro, donc du côté de Washington. Donc voilà. Justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que on a vraiment l'impression qu'on est à un moment charnière pour cette équipe des Commanders. La trade deadline dont tu as parlé va être extrêmement importante. Il se murmure dans la NFL que au moment où le match se joue le dimanche, si les Commanders perdent, ça pourrait amener à des ventes de joueurs massifs. Si les Commanders gagnaient, ils auraient pu tenter un run pour les playoffs. Ils ont perdu. On parle de départ notamment de Chase Young. Est-ce que toi, Seb, tu penses qu'il faut conserver Sam Howell pour la saison prochaine? Potentiellement, il y aura un nouveau coach parce qu'on pense que Ron Rivera va pas durer encore 50 ans à la tête des Commanders. On sait qu'Eric Bieniemy est arrivé comme coordinateur offensif potentiellement pour reprendre le poste de head coach à court ou moyen terme. Il est head coach associé. Oui, tout à fait. Donc, bon, à court ou moyen terme, il y a tout qui vous laisse à penser qu'il sera le head coach seul. Est-ce qu'il faut conserver Sam Howell dans cette reconstruction des Commanders? Pour le moment, c'est compliqué, c'est difficile à dire. Les Commanders, ils sont vraiment dans une phase de reconstruction et pas seulement sportive, administrative également avec ce changement d'actionnariat. Effectivement, le poste de head coach, il semble promis à Eric Bieniemy. Après, que va-t-il choisir de faire? Est-ce qu'il va vouloir conserver certains acquis? Parce que, voilà, les Commanders, ils sont 3-5. Je pense que j'ai presque envie de dire qu'on n'en attendait pas tant de leur part cette saison, d'être 3-5 à la 8e journée. Donc est-ce qu'il va vouloir conserver certains acquis? Est-ce que là, d'ici la trade deadline, est-ce qu'ils auront effectivement vendu massivement? Est-ce qu'il va décider de faire comme d'autres franchises, comme Dallas par le passé ou New England, c'est-à-dire de foutre tout le monde dehors et de faire venir des joueurs qu'il aura sélectionnés, quitte à ce qu'il y ait 2 saisons qui soient
très très mauvaise avant de monter en puissance. Il y a un univers de possibles qui s'ouvre pour cette franchise, bon, qui de toute façon ne pourra plus toucher le fond comme elle l'a touché sous l'ère Dan Snyder. Bien malin qui pourra y voir clair. En tout cas, moi j'en suis incapable. Quant à Samuel, il fait un travail correct pour un QB de son niveau. Le conserver, pourquoi pas si on pense que c'est l'homme de la situation. Est-ce que ça vaut la peine de drafter? Est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'argent sur un free agent? À voir. Je pense qu'effectivement, comme tu le disais, la trade deadline là, qui se présente, ça peut être un moment charnière pour Oui, cette alors si franchise. ça se trouve, au moment où vous écoutez ce podcast, le mardi, le mercredi, il s'est peut-être passé des mouvements. Nous, je rappelle qu'on enregistre Oui. le lundi soir, hein, donc pour l'instant, on n'a pas de mouvement du côté des Commanders, mais on manquera pas de revenir sur la trade deadline dans le deuxième podcast de la semaine, qui sera spécialement focus sur cette trade deadline. J'ai mis un petit temps d'arrêt parce que je viens d'apprendre qu'il y a un nouveau trade qui vient de se monter avec les Eagles qui ont envoyé Kentavius Street du côté des Falcons d'Atlanta. Voilà, ça c'était pour la petite info en live. Hein. Ça s'est passé il y a Dans les une streets minute. of Philadelphia, disait Bruce Springsteen. Tout à fait. Et pour des questions, voilà, on a répondu à toutes vos questions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à en poser hein, pour les semaines suivantes. À chaque fin de semaine, on viendra vous solliciter. N'hésitez pas à réclamer l'avis de nos experts. En parlant d'experts, c'est l'heure de votre coup de cœur, de votre coup de gueule, de votre moment fort de cette week 8. Mon cher Seb, qu'est-ce qui t'a plu dans cette 8e semaine? Le match entre les Jets Alors, et les moi, Giants? Non, laisse-le ailleurs. Ah non, je vais laisser ce plaisir à mon collègue. Moi, c'est la victoire de Jacksonville. Voilà, puisque comme on disait, c'est un club qui performe et qui a l'air d'être un petit peu sous les radars. Alors, ils n'ont pas fait le match de l'année contre les Steelers, c'est pas la question. Mais ils sont 6-2, ils sont installés à la tête de leur poule. Peut-être bientôt à la tête de l'AFC, point d'interrogation. C'est la première fois que ça leur arrive, je le rappelle, depuis 99 et puis mais aussi pour les Jaguars, le saviez-tu? Mais Travis Etienne, pardon, est le premier joueur des Jaguars à faire une perf à 70 yards au sol et 70 yards ou plus à la réception, depuis Maurice Jones-Drew, qui était un très bon running back. Tout à fait. Mon cher Yaya, Oui. ton moment fort de la 8e semaine. Parle-nous de Graham Gano, je t'en supplie. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Non, moi, c'était un autre kicker que je voulais mettre à l'honneur. C'est Eddie Pinheiro qui a mis le field goal de la gagne pour la première victoire de Carolina. Et pour moi, c'était plus ça. C'est un petit coup de cœur. Voilà. Ça fait du bien pour cette franchise qui mérite, qui bat une vaillante équipe de Houston, Houston mérite vraiment beaucoup mieux cette saison. Mais Carolina qui gagne un match, ben voilà, c'est plutôt fun et sympa. C'était mon choix aussi. J'aime bien Bon, on en a déjà parlé de cette équipe des Panthers, mais c'est vrai que depuis le début de saison, ils méritaient d'en gagner une. Et alors, je veux rien contre les Texans, mais c'est bien que ce soit arrivé. En plus devant leur public, ce qui n'est pas pour déplaire en plus, parce que ça permet à leurs supporters de voir leur équipe gagner. Voilà, c'est plutôt une bonne chose, même si c'est des concurrents à moi au NFC Sud. J'aurais pu parler de l'excellent match de Rachid Shahid et tout, mais non. Bah, c'est surtout des concurrents à toi pour le first pick. Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. On rappellera les bilans de nos franchises respectives à un autre moment. Et Mon juste, cher... juste une chose, Flav, Oui, 4 oui. Super Bowl. Merci. Oui, et nous, 4 victoires cette année. Voilà. Voilà, Oui, mais c'est déjà ça de prix. voilà. Oui, bah tu peux. Alors, j'ai une vraie question philosophique. Oui. Qu'est-ce qui vaut mieux être une bonne équipe tous les ans et ne jamais gagner de Super Bowl, ou alors gagner un Super Bowl tous les 10 ans?
Je sais pas je sais pas si tu t'adresses à moi dans cette question parce que tu dis ne jamais avoir gagné de Super Bowl. Or, on en a gagné un, donc je veux dire déjà. Oui, mais après, c'est tout. Bah oui. Et encore une fois par culpabilité, la NFL a triché pour que vous après Katrina, voilà, on le sait bien. Et tu veux qu'on rappelle le match contre les Rams en finale de conférence, ce qu'a fait la NFL aussi sur la passe interférence, tout ça, tu veux qu'on en reparle ou c'est pas utile? Parce que tu parlais d'erreur d'arbitrage des Giants tout à l'heure, mais bon, je peux t'en citer quelques-unes. Hein. Non, Stephen Diggs. Oui, voilà. Bref, nous pourrions faire encore plein de digressions, mais nous allons arrêter là. On se donne rendez-vous toute la semaine, et notamment ce début de semaine pour la trade deadline sur l'application TFA et sur le site The Free Agent, et pour le prochain podcast qui sera publié jeudi. On reviendra sur les grands mouvements de cette trade deadline, sur les vainqueurs, sur les perdants, sur tout ce qui s'est passé jusqu'à ce 31 octobre à 21h en France. Merci beaucoup mon Yaya d'avoir été là pour ce podcast aujourd'hui. Merci Seb également de ta présence et bien évidemment, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite sur les podcasts de The Free Agent. À très bientôt. Ciao. Ciao, bye.